Et bienvenue tout le monde pour une nouvelle vidéo de stratégique sur Winamax. Moi c'est Romain Lewis et on va faire un petit retour dans le passé pour les WSOP 2018. C'était des beaux WSOP pour moi, je dois l'avouer. Tout a commencé avec une table finale dès le troisième jour et fin de l'été, fin de la Coupe du Monde, deuxième table finale sur un tournoi PLO. Malheureusement je ne vais pas faire la review stratégique sur ce tournoi PLO parce que je savais pas exactement ce que je faisais, mais la deuxième place, on la prend. Entre-temps, c'était la Coupe du Monde. L'Angleterre jouait en demi-finale contre la Croatie. Et si on battait la Croatie, eh ben, je prenais l'avion, j'allais directement en Russie et rejoindre mon père et voir cette finale Angleterre-France qui est peut-être la finale de mes rêves. Bon, finalement, on connaît le résultat, hein. Beau but de Trippier à la troisième minute sur coup franc, égalisation, on perd à la dernière minute. Il est 11 heures du matin, je suis dégoûté, je suis à Vegas avec peut-être 1500 Anglais au Crown and Anchor. Qu'est-ce que je vais faire de ma journée? Je pensais prendre le billet d'avion pour aller en Russie. Ah ben non, il y a un dernier tournoi. Il y a le 10K 6 Max qui commence, le tournoi que j'avais dit prendre l'année d'avant, qui m'avait un peu sauvé mon Vegas. J'étais arrivé au Détroit, fini à une 16e ou 17e place. Et cette année, je vais profiter du Day 1 pour dormir. Parce que je n'avais quasiment pas dormi entre la fin de mon tournoi PLO et le match qui était assez tôt le matin en Angleterre-Croatie. Mais j'étais bien chaud, j'ai servi du Day 1 pour dormir. Je crois que j'ai terminé le Day 1 à quelque chose comme 60 000. On commence avec 50 000, il me semble. Donc vraiment pas le temps de trop jouer au Day 1. Au Day 2, je me souviens, j'arrive plutôt serein parce que on est toujours plus serein quand on vient de prendre une bonne perf. Pas besoin de mettre les jetons au milieu dans trop de situations dangereuses. Et je me souviens juste d'une main à la bulle où j'ai 30-35 blindes. Mon adversaire en small blind limp. Moi je retourne paire d'as. Je relance, il paye, le flop vient 9 high ou 8 high, je ne me souviens plus exactement, avec 2 carreaux, je fais face à valet 10 de carreaux à tapis au flop, je passe à 60 blindes et je m'installe confortablement sur ce tournoi ITM pour la deuxième année d'affilée. J'étais dans un rêve. Le day 2, il se termine. Je suis maintenant à mon deuxième day 3 de WSOP de tournoi d'affilée. N'importe quoi, ça m'était jamais arrivé avant. J'arrive à peine à dormir et boum, me voilà pour la review de la table finale du 10 000 dollars 6 max. Accrochez-vous. Une fois qu'on était arrivé à deux tables de 4, je crois que j'avais la meilleure table des deux et j'ai pu me servir de ce moment-là, peut-être une heure et demie pour vraiment mettre la pression sur mes adversaires. Et mes adversaires à la table de 4 étaient Sean Deeb, Scott Margerson et Martin Zamani, je crois. Donc je sais que eux trois, ils ont une image de moi très agressive. Et les autres joueurs, je n'ai pas trop d'infos sur eux, on ne s'est pas trop joué pendant le tournoi. Donc tout va se dévoiler pendant la table finale. Êtes-vous prêts? Bon, les premières images que vous voyez de la table finale, voici les stacks, on était 7, hein, c'était la pré-table finale, on va commencer par là. J'avais un petit chip lead en arrivant, mais on était quasiment à égalité avec Sean Deeb. Forcément une super position à avoir. J'avais vraiment un 8 left, je me souviens, une table de 4 de rêve, ça se passait bien, je gagnais beaucoup de petits coups. Et voilà, j'avais le chip lead, mais comme vous pouvez voir, les blindes sont à 30-60 000, moi j'ai 4 millions 3, donc c'est pas non plus un chip lead énorme, c'est un stack de 70 blindes, et au poker ça peut aller très vite, donc j'ai eu un début de table finale très calme. Je voulais pas mettre la pression sur les adversaires moyens, parce que je savais très bien que dans leur tête j'allais mettre la pression sur ces stacks là, donc ils n'allaient pas forcément déjouer si j'avais pas les cartes pour le faire. J'étais dans une période où j'étais content d'attendre un petit peu. Et donc la première main que je viens vous montrer ici sur la table finale, c'est une main limpée undergun de notre joueur Douane. Non pas Tom Douane, un autre Douane. Lol, ouais, pas mal celle-là. Il limp à 5 suités, défense en SB2 Shandy, et moi je me retrouve avec 2 et 3 de cœur en BB, avec la facilité de voir un flop gratuitement. Je vais pas ici commencer à mettre de la pression dans ce spot où je pourrais potentiellement mettre de la pression. Mais début de table finale, on prend les couleurs, on ne connaît pas encore complètement la range de limp de Douane. Donc tout ce dont je suis sûr, c'est que c'est un joueur qui ne bête pas quand il n'a pas touché une paire, deux paires, brelan. Il peut avoir tirage 15 flush, il ne va pas bête s'il n'a pas de paire. C'est une info dont je suis certain. C'est un joueur qui était debout en train de crier à 80 left quand il gagnait un coup à tapis. Il était vraiment dans ce tournoi à 100 000%. Il n'avait pas envie de mettre des jetons si il n'avait pas une main
qui avait de la showdown value tout simplement. C'était sa stratégie, j'en étais assez sûr. Donc ça rendait plutôt facile à jouer contre ce joueur post-flop. C'était le seul joueur créatif, il me semble, de la table finale. Donc voilà, voyons ce flop. As 6 ici, du coup, quand il bet, d'après ce que j'ai dit, ce que je pensais vraiment sur le moment, c'est qu'il n'avait aucun bluff. C'est compliqué à dire sur un board As 6. On peut se dire, mais attends, on a quand même envie de bet pas mal ce board. Notre ami Douane ici, peut-être la pire main qu'il peut avoir, ce serait 2 rois ou 2 dames, possiblement, mais quand même très souvent un as. Donc, une fois que ça revient à moi, je vais pas avoir envie de faire folder une range que je perçois comme très strong, forcément chez ce joueur. Donc, après que Dib et comme ça small blind, j'ai juste une défense en bébé assez classique. La turn vient ici un valet de carreau, ce qui ne m'arrange pas. Je vais pas continuer à bluffer maintenant. Et Douane maintenant qui check back, il n'a plus de kicker dans cette main. Il joue donc le board, Dib aussi. Et moi je vais jamais tourner ma main en bluff ici. C'est le premier coup joué, premier coup perdu, mais ce n'est pas grave. C'est un petit pot. Ça rentrait dans ma stratégie de vouloir prendre la température de la table. Je suis dans une bonne position. Il y a pas mal de short stack à 20, 15, 20 blindes. Euh, j'ai envie qu'ils prennent des risques entre eux. Si j'ai de la main pour, évidemment, mais je vais pas aller essayer de créer des scénarios. Les joueurs s'attendent à que je sois très agressif avec mon nombre de jetons, mon style jeune, un peu un table final. Ils attendent à ce que je sois agressif. Du coup, pour la première partie de la table, je vais quand même être plutôt tight. 40 minutes avant la main d'après. Donc oui, on a perdu un joueur juste avant, Zamani en 7ème position, qui est parti contre Volpe, il me semble, sur un flip. Et maintenant, Volpe il va être à sa 2e élimination de la table finale. Encore un coup relativement standard où il open au bouton, Andras shove en small blind As-8 et le As-3 de Volpe va tenir. Maintenant, nous ne sommes plus que 5. Volpe a pris le large après 2 éliminations, mais tout reste encore jouable. Ici, j'ai plus de 50 blindes. Volpe, il passait bon chip leader ici avec plus de 100 blindes. Et on est 3 stacks équivalents avec Sean Dib et Douane. Ça va être assez intéressant maintenant de voir comment la stratégie va changer, comment Volpe veut prendre le dessus sur la table et nous comment on va se débrouiller avec nos 3 stacks intermédiaires niveau ICM. Chaque coup est primordial. As, excusez-moi, Dame 9 de cœur, UTG, je relance et notre ami Douane à ma gauche call ma relance. Il faut savoir que il aimait bien quand même voir des flops avec des bonnes mains, mais ici je suis quasiment certain qu'il m'aurait 3 bêtes, une excellente main. Donc sa range ne contient pas énormément de trappes, mais contient quand même des mains assez fortes. Et Dib qui décide de venir en big blind. Dame 9 de cœur, le flop vient 8-7-4 avec 2 cœurs. Ici, j'ai une petite explication pour mon play. Donc j'ai check de Dib en grosse blinde et ça arrive à moi et je check pour plusieurs raisons. Je peux checker habituellement contre un joueur assez agressif en grosse blinde qui va vouloir bluffer pas mal. Après j'ai une main qui se défend bien contre un check raise, donc c'est pas l'argument principal. L'argument principal c'est juste pour savoir si ici Douane il a 2-9, 2-10, 1-8 ou rien. C'est-à-dire que s'il bet, je sais qu'il a de la showdown value. S'il ne bet pas, je sais qu'il n'a rien. Donc, ce sera beaucoup plus facile à jouer par la suite. Alors que si je bête moi-même, je ne sais pas exactement ce qui peut me flotte, je ne sais pas tout ce qui peut arriver. Donc, je préfère checker pour, euh, pour voir s'il a touché quelque chose. Et ici, il mise environ la moitié du pot, qui me donne l'information que ce joueur a au moins un 8, paire de 9, paire de 10. Et contre d'autres joueurs, disons, que je peux imaginer des bluffs dans sa range, type valet 10 suité, type 9 et 10 suité, ça me va de check raise ma main pour mettre beaucoup plus de pression. Et ça se joue très très bien par la suite. Contre un joueur où je suis quasiment sûr qu'il n'est que value oriented, je préfère check call. Turn vient une dame, une excellente carte pour moi. Je fais une paire et mon adversaire check back très 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 rapidement. Maintenant, je suis sûr d'avoir la meilleure main. Quel sizing faire à la river? On sait que notre adversaire n'est pas flush draw. Bon, j'en bloque, mais aussi
il a bet le flop et il avait une très bonne main d'après mérite sur ce joueur-là au flop. La turn dame est une overcard, donc maintenant je suis sûr que ma paire de dames est devant. La question c'est quel sizing faire. Euh, il y a plusieurs options et ça dépend vraiment contre qui on joue, encore une fois. Euh, dans un spot où théoriquement on n'a pas beaucoup de bluff, on a envie de miser moins cher. Dans un spot où on va avoir beaucoup de bluff et beaucoup de mains value, on va peut-être vouloir miser plus cher. Ici, c'est typiquement juste pas trop de la théorie, plutôt cibler mon adversaire, cibler ce que je pense de lui et cibler ses mains exactes. Ici, je vais bet un tiers pot pour la simple raison que ces jetons sont très 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 précieux. Niveau ICM, je passe d'un... J'ai vraiment vraiment envie qu'il y ait un petit bet de payer par rapport à prendre le risque qu'un gros bet soit foldé de sa part. Je veux m'approcher le plus possible de la deuxième place et de me distancier entre le troisième et le quatrième. Et donc, je vais utiliser un petit sizing que je crois va être payé quand même plus souvent qu'un gros sizing qui peut rep un bluff, mais j'ai l'impression que c'est pas le bon candidat à size gros contre, c'est pas contre ce joueur-là, contre sa range à lui. Je préfère vraiment faire sur le côté plus petit, et on le voit dans une décision ici compliquée. Et là, ben, moi j'ai qu'une chose, c'est la seule chose dans ma tête, c'est poker face, et on prie qu'il colle. Et là, il commence à attraper des jetons pour raise. Je me souviens, je dis, oh, qu'est-ce qu'il va me raise sur cette river, c'est pas possible. Mais juste les jetons pour call, mon douanier, il n'y a pas de problème. Moment très important dans un tournoi de poker, c'est tank. Moi, je suis là, poker face, je fais genre que peut-être je bluffe. Non, ça va encore. Ça va encore, je suis plutôt calme. Mais là, il reprend des jetons pour raise. Là, par contre, mon rythme cardiaque s'accélère. Je me dis, mais quel est ce joueur qui va me raise sur un roi offsuit river, c'est pas possible. Finalement, on les replace. Le rythme cardiaque rebaisse un petit peu. Longtemps que bon, on va accélérer. Vitesse 2x car le temps qui est long et notre vidéo ne fait que 30 minutes, il faut aller plus vite. On reprend les jetons pour raise une troisième fois. Mon cœur rebat vite une troisième fois. J'ai le temps de me recalmer une troisième fois. Maintenant, je me dis non, vraiment, c'est vraiment bizarre. Il va pas me raise. Il est ici entre call et fold. S'il te plaît, donne-moi les jetons, monsieur Douane. Oui, les jetons sont donnés. C'est un pot important pour la suite. Il est énervé contre lui-même. Forcément, il n'y avait pas beaucoup de bluff avec mon sizing. Ça sentait vraiment le value bet. C'est peut-être pas un sizing que j'aurais utilisé contre un très bon joueur, un joueur professionnel qui a l'habitude de jouer. Mais contre ce joueur en particulier, j'étais content de ce play-là. Nous voici en pause de 15 minutes. 5 left et je me suis positionné en deuxième stack. À cette pause-là, on peut voir l'argent qu'il y a encore à aller chercher. C'est tout simplement énorme. Le cinquième reçoit 147 000, le quatrième 216, troisième 325, second 503 000 et on se bat tous pour 815 000. Et le bracelet doré, c'est de loin ma plus grande table finale de ma vie à ce moment-là. Et je me sens calme, je me sens confiant, je me sens vraiment emporté par mes tournois mes tournois précédents dans ces WSOP. Ils ont tous été énormes, on avait pas mal de deep run entre les potes et je sens que c'est le moment où ça peut se concrétiser. Je sens que je peux ramener le bracelet doré à la maison. On se retrouve après la pause. Et nous revoilà après la pause, bien déshydraté. Petit échauffement avec le coach Stéphane Mathieu. On se met bien, on est en mode concentré pour ces derniers jours de WSOP. Scott Margerson, je peux le dire en anglais, je sais pas pourquoi j'essaie de trouver l'accent français en anglais, ouais, c'est trop compliqué. Chauffe sa small blind payé par A5 en bébé de Sean Dib, un flop intéressant pour les deux. Quand même bien en faveur de Sean Dib ici. Je vais pas vous mentir, moi je suis dans mon coin, j'appelle le busto à tout prix, on veut un palier, c'est important pour nous, et c'est la dame de carreau qui élimine notre cher confrère anglais en quatrième place. Et en cinquième place, pardon. Et on se prépare pour une confrontation 4 max très très intéressante. Pourquoi intéressante? Parce qu'on a trois joueurs pro, on se connaît un peu. Eux se connaissent beaucoup plus. Hein. Sean Dib et Paul Volpe, ça fait peut-être 10 ans qu'ils se jouent sur le circuit. Moi, je suis tout nouveau, ils me connaissent vite fait de nom ou de tête, mais on ne s'est jamais joué plus de 5 fois, c'est impossible. Eux, par contre, ils se sont joués des dizaines de fois, mais on est au courant tous les trois qu'il y a un amateur, un récréationnel qui a le moins de jetons. Et on sait tous qu'en tournoi, le plus d'argent
bah, c'est pour les premières places, deuxième place, troisième place, à la limite, la quatrième, c'est la première où on commence à se dire, ah, il y avait les trois premiers juste avant, mais je suis quand même content. Ici, personne n'a envie de finir quatrième. Vraiment, cette place, elle est ciblée pour le joueur le moins fort d'entre nous, mais du coup, ça va avoir une incidence très très importante sur les coups qui vont venir ici à 4 left parce que bah, cette considération ICM et le fait qu'on a un joueur très tight qui peut se laisser mourir bien bas va jouer dans les plays que nous on va faire les uns contre les autres. Donc ça devient vraiment intéressant et c'est la suite de la vidéo. Prochainement. Et donc voilà, nous sommes à 4 left toujours sur ce tournoi. Fold au cut-off, fold au bouton. Et je me retrouve en bataille de blindes contre mon cher Douane avec As-5 off. Donc ici, ma stratégie va être mixée. Encore une fois, ça va vraiment dépendre de mon adversaire, du nombre de blindes qu'on a. As-5 peut se dessiner comme un bon limp, mais ici, j'avais envie vraiment de 3x, tout simplement parce que mon adversaire ne défend pas assez ses blindes, donc il va folder plus que le joueur moyen, donc je vais pouvoir bénéficier de ça pour prendre le pot directement de temps en temps. Et post-flop, il est quand même très fit or fold. C'est pas le joueur qui va nous inventer le plus de flotte, c'est pas le joueur qui va trop miser sans perdre. Du coup, bah, faire gonfler un peu contre lui ne me dérange pas du tout. Donc un peu plus de 3x, sizing plutôt standard. Et il défend avec un peu moins de 30 blindes, donc ce coup va déjà être très important pour lui. Et le flop vient valet 10-6 avec 2 carreaux. Donc ici en théorie, contre énormément de joueurs, je vais continuer mon agression parce que je vais dessiner ma range entre certains bluffs, certainement en value, celle avec qui j'ai envie de miser. Et ici, l'as de carreau me donne envie de continuer à bluffer sur des carreaux. J'ai une backdoor quinte aussi que je peux me servir. Surtout la force que je montre et j'ai peut-être pas envie de check fold contre des mains comme 7 et 8, 8 et 9, dame 8, dame 9, plein de mains qui pourraient bet en semi-bluff qui me ferait fold les 50% d'équité. Je préfère moi-même bet, les mettre dans une situation où je peux multi-barrel sur certaines cartes, etc. Cependant, contre un joueur contre Douane où je sais très bien qu'il ne bête pas ses tirages mais qu'il bête seulement ses top pairs, je vais encore prendre l'info gratuitement au flop pour savoir s'il a quelque chose ou pas. Et ici, c'est l'exemple parfait. Il check back dame 9 sur dame valet, sur valet 10-6, ce qui fait qu'il il est content de voir une turn. Il ne bête que quand il a touché. Donc ici, pour moi, il a ni valet ni 10. Et je vais avoir un style assez facile avec ma gutshot à la turn. Je pars pour miser un peu plus de la moitié, non, un tiers du pot, parce que je me dis que quand même il va folder. Il n'a pas le temps, j'avais mal vu le stack, et il paye. Donc ici, à ce moment-là, je suis quasiment sûr que mon adversaire a une dame. On sait qu'il ne bête pas ses draws au flop, donc il peut avoir quelques dames qu'il va checker, alors que la majorité des joueurs vont bet. Et que turn, il me colle, alors qu'il n'a pas bet, donc il a quand même très 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 souvent une dame, soit un flush draw à pique, soit un flush draw à carreau. Voyons voir ce qui se passe. Voyons voir ce qui se passe. Voir ce que les commentaires disent pour une fois. This pot is very significant for Douane. Exactement. C'est un pot très très important pour Douane. Ici, j'ai plusieurs choses qui arrivent dans ma tête. Il y a 1 million au milieu et Douane a commencé la main avec 2,2 millions, mais il a déjà investi 500-600 000. Donc il a 1,5-1,6 pots à la river. Il y a deux choses qui sont très importantes. L'historique entre nous deux. Il y a une demi-heure, 35 minutes, la main avant la pause. Il a call muck contre mon dame 9 et il s'en voulait vraiment. Il attend longtemps, il s'en voulait vraiment. Et ça me pousse à dire qu'il peut faire un gros fold ici. Je pense pas qu'il va vouloir call muck 2 fois d'affilée et surtout pour un gros montant de son stack. Même s'il peut avoir des très bonnes mains ici, je m'attends quand même à ce que la majorité de sa range soit constituée par des dames et je pense pouvoir faire fold des dames river en utilisant un gros sizing. He really hasn't had things go his way much at this time. Je vais enlever le son, on connaît. Le tank en x2 ou en x1, non justement, parce que ça va pas très vite. Et je vais décider de bet
la hauteur du pot. En gros, ça va représenter 2 tiers de son stack. Je m'attends quand même à me faire payer si je n'utilise pas un sizing assez gros. Et ça, c'est important pour beaucoup de scénarios. On a envie de mettre la pression, mais on se dit, ah, mais si ça passe pas, ça ferait quand même mal à mon stack. Parfois, quand on est sûr d'une situation sur un read, il faut opter pour un gros sizing. Ici, je pense que je vais avoir pas mal de mains en value, beaucoup de mains que je peux value. Après, est-ce que j'aurais fait ce sizing contre lui à ce moment-là en value? Pour être honnête, non, mais c'est vraiment pas très grave. C'est pas très grave, surtout quand on joue contre des adversaires qui euh, ne pensent pas forcément à tout ça, différentes ranges. Ils vont penser à leurs mains sur le moment, à ce qui s'est passé peut-être une demi-heure avant, et tout ça, ça va rentrer dans la tête. C'est normal, on est à 4 left pour des montants gigantesques. C'est normal que mettre de la pression sur des profils de gens qui ne seront là qu'une fois dans leur vie soit bien profitable. Et du coup, j'étais content de le faire là. On voit qu'il a 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. Ouais, il a 1.6 derrière, 1.7. Et ça va être très très compliqué pour lui. Mais il va prendre son temps. Notre joueur. J'étais vraiment confiant. Je me souviens à ce moment du bet, j'étais confiant. Je pensais qu'il avait vraiment pas envie de call Mac 2 fois d'affilée contre moi. Il avait quelques snap fold, type de tirage à carreau, peut-être des paires de 10 qu'il n'aurait pas bet au flop. Mais une dame river, je le voyais vraiment vraiment fold. S'il a fait backdoor flush, ben bravo à lui, mais c'est quand même très peu de combos comparé à ses combinaisons de top pair. Et c'est un coup important pour moi aussi, hein. C'est un coup qui fait qu'on se distancie complètement de Douane, nous trois, et que je repars près de Volpi. Euh, Si ça passe pas, bah, il y a Douane quasiment qui va prendre l'avantage sur moi. On va avoir tous les deux le même stack. Donc j'étais vraiment content que ça passe. Quelques supporters dans le rail derrière. Je vois Ivan Dera, Victor Choupo, Adrien Delmas, c'était tous là. Le coach Steph Matou derrière qui m'encourageait après chaque main remportée. Ça faisait vraiment plaisir. Je peux pas vraiment mettre le son parce que j'ai une qualité de son très très mauvaise venant de YouTube. C'est pour vos oreilles, c'est dommage. Vous pouvez revoir le replay si vous voulez après. Moi, je vous la fais en nouvelle main ici, 4 left, toujours je suis au bouton et regardez, il n'y a pas eu vraiment énormément de mains jouées là dans les 15 dernières minutes. Euh, c'est la prochaine main que je joue. Open as valet off au bouton. On a toujours la situation où Douane a moins de 20 blindes et après nous on a tous plus de 55, quasiment 60 blindes. C'est une situation assez classique de 4 left où on n'a pas trop envie de prendre de risques les uns contre les autres. On a envie d'assurer le 3 left, assurer l'argent qu'il y a parce que à ce moment-là du tournoi, c'est quand même très 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 important de décrocher l'oseille. On va pas se mentir. 6, 5, 3, j'ai deux options ici, je peux check back ou bet. Si je bet, je préfère bet l'option chère. Je suis opté pour 2 tiers du pot, j'aime bien. Je vais me faire check raise beaucoup moins souvent contre ce sizing. Je peux continuer à mettre la pression sur pas mal de turns. Et j'ai une main en général, j'ai pas envie de laisser une turn gratuite à ce moment-là et de laisser gagner avec une éventail de mains beaucoup trop large, surtout avec des mains qui vont me faire fold trop d'équité. Je préfère avoir l'agression moi-même. Et, euh, et surtout à ce moment-là du tournoi. Turn doublette du 3 et on pourrait dire que c'est pas vraiment une carte qui m'arrange et que je suis content ici entre guillemets de check back high side pour la force de ma main. Cependant, je crois que c'est une carte qui avantage beaucoup plus ma range que la sienne. Ok, il peut avoir des 3 qui font brelan, mais beaucoup plus souvent, il a un 4, il a un 5, un 6, peut-être 7 et 8, 8 et 9, un tirage cœur, As-2, As-4. Et toutes ces mains-là vont avoir un, une décision très très compliquée contre un gros bet. On arrive dans un moment du tournoi où la pression se fait ressentir par rapport à l'argent, par rapport à la situation. Et moi, je pense que je peux me servir de cette carte pour 2 barrels, pour faire possiblement folder un 5, faire folder un draw, faire folder beaucoup de mains qui ont de l'équité contre ma main. Et tout simplement aussi pour pas caper ma range, pas que ce soit trop facile pour un 5 ou pour un 6 pour gagner cette main-là. Je pense qu'avec un bet conséquent, proche du pot, avec cette main, on peut vraiment, vraiment euh, être assez serein. Je crois que les seules cartes sur lesquelles je vais mettre le troisième sont les cœurs, parce que j'ai l'as de cœur, et que donc, du coup, mon adversaire va avoir très peu de flush. Ici, je m'attends à ce qu'il check fold quand même une bonne partie de ses flush draws. S'il ne me croit pas, bien évidemment, il peut check raise all in, mais à ce moment-là du tournoi, ça va être compliqué. Et je fais fold queen high flush draw, qui est vraiment un bon résultat sur cette main.
Mais ouais, c'est pas une line que je vais prendre tout le temps ici avec As-Valais. Souvent, quand on est dans un tournoi et qu'il nous reste encore des jours à jouer ou au moins une dizaine d'heures, euh, prendre trop de spots comme ça va être trop high variance. On va avoir beaucoup trop de bluffs dans notre range. Je préférais bluffer des mains qui sont moins fortes au showdown. Mais ici, à 4 lèvres, dans cette situation exacte, ça me va de bluffer un peu plus, servir d'autres mains, parce que bah il n'y a pas trop de long terme ici. On n'est pas souvent à 4 lèvres de 800k, et j'avais envie de prendre ce spot sur le moment. Et même aujourd'hui, ça me va encore. Donc voici le chip quinte à 4 left après ces quelques coups. Bon, on peut voir que j'ai le méga chip lead, non, ouais, que de quelques blindes. Donc on est vraiment 3 égalités au même stack avec Bindwan qui a beaucoup moins que nous. La situation est similaire depuis maintenant un bon moment. Euh, voilà, que dire pour la suite, ça va être toujours aussi intéressant. Moi, je revois ça, eu un an et demi après, je me dis, oh là 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 là, j'étais si proche de prendre ce bracelet. Mais on va voir qu'est-ce qui s'est passé, quelles étaient les décisions que j'aurais pu mieux prendre aujourd'hui, qu'est-ce que je fais de différent, tout ça par la suite. On peut aussi parler de différentes stratégies ici à 4 left. Quelle stratégie aborder? Est-ce qu'on peut être super agressif pour prendre le large sur les deux autres et passer chip leader? Est-ce qu'il faut être tight pour attendre le dernier qui s'élimine? En vrai, toutes différentes stratégies sont assez bonnes. Euh, Ça dépend vraiment de notre propre expérience, de comment on se sent dans la situation. Ici, je me souviens que je me sentais pas prêt à tout check raise et devenir complètement fou pour prendre le gros chip lead. Ça aurait pu peut-être bien marcher, mais j'étais pas dans une situation où j'étais confortable avec ça. C'était quand même énormément d'argent pour moi et j'étais plus du côté tight-ish, toujours, hein, que du côté fou pour créer un lead qui pourrait être une stratégie envisageable ici, c'est sûr. On a Douane qui chauffe ses 11 blindes au cut-off et me voilà avec une décision en big blind. Vous l'avez vu, j'ai pas pris énormément de temps. Nous sommes un x2, mais j'ai que pris 2 fois plus de secondes à faire ce call. Pas pris longtemps à faire ce call forcément qui est dense, plein de tableaux. On va nous dire que contre 11 blindes en shove cut-off, il faut sûrement call le roi 10 off. Moi j'ai collé un peu rapidement roi valet off. Ceci me dérange maintenant un an et demi après. C'est un call que je ne conseille pas de faire, je ne me conseillerais pas de faire à ce moment-là pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est un joueur très 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 tight. C'est un joueur qui part à tapis avec très peu de mains. Il attend des excellents, entre guillemets, des excellentes mains. Bon, on sait très bien tous que quand son nombre de blindes diminue, ça arrive vers la dizaine de blindes. Il va pas partir avec que des excellentes mains. Il va choisir des mains moins bonnes, de mon call avec roi valet. Mais il est très facile à déblinder par la suite. C'est-à-dire que je peux lui donner ma big blind tranquille et après je peux lui revoler en bataille de blindes. Il va pas me shove des mains moyennes. Il va pas me voler trop d'équité. C'est plutôt moi qui vais voler son équité. Donc là, en fait, en payant ici, je fais un call qui donne pas mal d'argent à Paul Volpe, à Sean Deeb, qui n'ont absolument rien à faire dans cette main. Eux, je leur donne de l'argent parce que je mets de la variance entre les deux coups. Eux, dans tous les cas, ils sont contents. Ils sont contents si Douane y bust parce que bah, ça leur fait de l'argent. Et ils sont aussi contents si Douane y double parce que bah, ça enlève des jetons d'un joueur qui était un adversaire où j'étais peut-être plus difficile à jouer que le créatif, Monsieur Douane. Et si je lui donne mes jetons, ils vont pouvoir avoir une porte pour aller chercher mes jetons qui vont être peut-être plus simples à aller chercher chez Douane. Donc en fait, ici, c'est un call que, en revenant, je préfère ne pas faire. J'étais peut-être pris par la situation, je n'ai pas pris assez de temps en tout cas, ça c'est sûr, qu'on a la chance de pouvoir revoir nos tables. Souvent on se dit, mais pourquoi j'ai snap ce coup? C'est pas normal. Et c'était vraiment quelque chose, j'ai payé en 15-20 secondes, en vrai pour des décisions aussi grosses, si un jour vous avez de la chance d'arriver loin dans un tournoi, vous ne pensez jamais arriver sur des montants comme ça, prenez votre temps, le temps c'est gratuit, et parfois ça peut nous prendre 30 secondes, une minute, avant de comprendre un raisonnement qui fait qu'on va contre notre instinct. Donc je crois que je dois rester discipliné. Ici vraiment, je dois folder mon roi valet off, je dois garder le même stack que les autres. J'ai pas envie de prendre le risque de me détacher un petit peu. Et, euh, et ouais, je pense que c'était ma première assez grosse erreur de cette top finale. Mais voilà, on joue en flip contre paire de 8. On joue en flip contre paire de 8. Far away to kind of make some noise because Deeb and Volpe and Hennigan have had such amazing summers.
but my guess is after this tournament is over that Romain Lewis will be in the top 10. Meanwhile, Ben Dwan is all in for his tournament life. Il parlait du Player of the Year, ce qui est vrai, j'étais bien positionné pour le joueur de l'année WSOP cette année-là, mais ici, en table finale de DK6 Max, le dernier tournoi de l'été, Sean Dib et Paul Volpe, eux, tous les deux déjà dans le top 3 des joueurs de l'année, donc c'était vraiment une concurrence incroyable pour ce titre si prestigieux. Joueur de l'année WSOP, je vous rappelle que c'est sa tête en grand sur une espèce de pancarte 5 mètres, sur, je sais pas, 5 mètres, dans le Rio toute sa vie pendant les WSOP, ça aurait été complètement magique d'avoir ça, mais bon, une autre chose, Shandy va finalement eu ce Player of the Year, et c'est de ça dont il parlait dans les commentaires. A coin flip situation. Coin flip The situation. 8's against the King Jack. Petit supporter derrière, pas beaucoup de cheveux dans ce rail, il faut dire. You're looking at a man that wants to see an 8. That's okay, too. That's also fine. That's okay. He'll take that one. King or a jack will eliminate him. How about a queen for a sweat? A queen or a 10 gives us a little more possibilities for Lewis. 1.9 million in the pot. But it's a jack. Le J très très Now Ben important, Dwan needs an 8. ce genre de carte à ce Looking genre for a de snowman. moment dans le tournoi. Ouais, donc voilà, très souvent au poker, les décisions difficiles, close, peut-être j'aurais pu prendre plus de temps, peut-être j'aurais pu folder, et après, la variance fait que on va quand même gagner seul pour 45% du temps à tapis, et je félicite mon adversaire Dwan pour son énorme prestation, performance, tout ce qu'on veut. Non, vraiment, c'est un joueur qui jouait sûrement des tournois comme ça pour la première fois et d'arriver en table finale. Toutes ces tables devaient être difficiles, donc il devait vraiment être dans une situation complexe pendant très 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 longtemps. Et d'arriver en 4e position, c'est vraiment bien joué, donc je le félicite sincèrement. Même si on peut croire que je le prenais pour un joueur moins bon, donc ma stratégie était contre lui, mais je respecte complètement le run qu'il a fait et où il est venu. C'est des grosses sommes d'argent à ce moment-là. Et nous sommes 3 left. Nous sommes 3 left et nous allons partir en pause pour discuter d'un deal potentiel. On avait tous les 3 à peu près le même stack. Je peux vous montrer ici en bas. Ouais, Volpe un poil devant, Shondib un poil derrière et moi au milieu, mais vraiment on avait le même stack. Ça semblait bon pour un deal. Malheureusement, mes adversaires étaient beaucoup trop riches et n'avaient pas envie de dealer sur le moment. Moi, je peux vous dire que ça m'aurait plu parce que pas forcément la même bankroll qu'eux. Mais voilà, poker is a game of petit blanc et on peut mettre ce qu'on veut derrière. Je savais pas exactement ce que j'allais dire. Mais ouais, on doit sortir de notre zone de confort souvent à ce jeu. Et ici, c'est clair que jouer des coups où qui valent autant d'argent, c'est pas une situation dans laquelle j'ai l'habitude d'être. C'est pas une situation dans laquelle je devrais être confortable. Mais moi, mon objectif ici, une fois qu'ils vont me refuser le deal, ça va être juste de jouer entre un max comme je connais. L'info que j'ai sur les joueurs, je suis assez confiant. Mais je sais qu'ils ont énormément plus d'expérience en live. Mais je me sens quand même très confiant sur le moment. Donc même s'ils refusent un deal parce qu'ils ont trop d'argent, moi ça me déplaisait pas forcément. J'étais content de continuer à me battre pour la totalité des 814 179 $. Et le 3 max sera pour la prochaine vidéo. Merci beaucoup de m'avoir suivi. C'était Romain Lewis là-bas en 2018, aujourd'hui en 2019. Et j'espère que vous avez bien aimé. À la prochaine!